Bonjour, je suis Virginie Vézinet, je suis psychologue stagiaire dans le service de psychiatrie du professeur Lançon, à la PHM à Marseille. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la thérapie Gestalt. Donc j'avais déjà fait une première vidéo dans laquelle j'avais brièvement introduit cette thérapie, qu'on appelle également thérapie du contact. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement du self pour pouvoir aborder le cycle du contact, le cycle de l'expérience. Et ensuite, j'aborderai les différents mécanismes de défense qu'on trouve en thérapie Gestalt, donc soit à la suite, soit dans une autre vidéo juste après. Donc, en thérapie Gestalt, le self, c'est le système de contact à chaque instant. Donc, il varie avec souplesse entre les besoins organiques qui dominent à ce moment-là et la pression des stimuli de l'environnement. Donc, il s'agit d'un système de réponse qui diminue pendant le sommeil lorsque le besoin de réponse est moins présent. Et le self, c'est la frontière contact à l'œuvre. Donc, son activité est nécessaire et consiste à créer des figures et des fonds. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, dans une même situation, un élément peut se détacher du fond, peut prendre plus d'importance pour chacun d'entre nous. Donc, je vous ai remis l'image ici, c'est soit le vase noir, soit les deux visages blancs. C'est-à-dire que c'est à ça que sert le self, en fait. Il y a un mouvement constant entre l'environnement et l'organisme, et le contact prend une nouvelle forme. Et lorsqu'il prend une nouvelle forme, l'ancienne devient obsolète. Elle n'a plus de sens à ce moment-là. Donc, il s'agit d'un processus qui a lieu sur un continuum de construction et de déconstruction de figures et de fonds. Donc, par exemple, actuellement, ce qui fait figure pour moi, c'est la mobilisation de mon organisme dans la tâche de réalisation de cette vidéo, donc de vous parler. Si quelqu'un passe avec un café, alors la figure qui va se détacher du fond, d'accord, il va y avoir une nouvelle figure de la tâche à accomplir, elle va prendre une nouvelle forme, en l'occurrence, ce sera le plaisir de boire un café. Donc, ça risque de colorer négativement ce que j'étais en train de faire avant, ça risque d'entrer en compétition avec la figure précédente, à moins que j'arrive à allier les deux. Donc, ce serait faire la vidéo en buvant un café, par exemple. Donc, voilà. Donc, vraiment, le self, c'est l'artisan du contact. Donc, il se mobilise dans et par le contact. Donc, selon Peirce et Goodman, ils disent que le self est spontané, de mode moyen et engagé dans sa situation. Donc le self, ce n'est pas une entité, il n'a pas d'expérience, pas d'existence propre, spatiale ni antérieure. Il ne se révèle pas à l'occasion du contact, il est lui-même le contact. Donc voilà, donc il est le contact qui est en train de se produire à chaque fois et ça remet en cause la notion de l'identité ou de l'être originaire. En aucun cas, la personne n'est réductible à une chose, à une individualité distincte. Et il ne convient pas vraiment en thérapie Gestalt d'analyser ou de décortiquer ou de soigner ça. Il s'agit plutôt d'observer sa façon d'entrer en contact. Donc c'est plutôt un processus variable et temporel, donc la fonction de mise en contact avec le réel et le présent éphémère, puisque ça change à chaque fois, il y a cette idée vraiment de cycle qui évolue, qui se ferme et qui recommence à chaque fois. Donc les modalités du self sont de l'ordre du kairos, donc de l'instant, plutôt que de la durée, donc qui serait du chronos là en l'occurrence, donc c'est pas le cas, on est sur de l'instant présent. L'attention porte sur le déroulement processuel de la situation d'instant en instant. Donc le self est différent du soi, justement du fait qu'il ne se définit pas par la notion d'identité, mais plutôt pour les gestaltistes, c'est vraiment ce qui change, ce qui s'ajuste en fonction de chaque situation, en fonction de chaque instant. Donc l'objet en thérapie Gestalt, c'est de s'occuper des variations du self, c'est-à-dire des modalités du contact, de la façon de contacter. Donc comme je vous disais, on ne prétend pas soigner la personne, mais plutôt on prétend s'intéresser à sa façon d'être au monde, sa façon d'être en contact avec le monde. Donc déjà sur ce point, ça se distingue de la métapsychologie freudienne qui chercherait à analyser la psyché. En thérapie Gestalt, ce n'est pas le cas. La psyché n'est pas un prédonné qui entrerait en relation avec l'environnement, mais ce serait le résultat de la succession des événements de contact. Donc ce résultat conditionnerait à son tour les expériences ultérieures. Les séquences de contact. Donc pour décrire on parle de séquence de contact, avec la métaphore du cycle, donc ce que je vous ai dit, cycle du contact ou cycle de l'expérience. Donc l'idée du cycle, ça laisse supposer qu'il y a toujours quelque chose à boucher, à boucler, à finaliser. Comme je vous disais dans la première vidéo, il y a une première gestalt qui prend forme, qui prend figure. On passe par plusieurs étapes jusqu'à boucler ce contact organisme-environnement. On parle de séquence pour la notion d'instantanéité et on ne présage pas de l'issue, on ne connaît pas l'issue.
Donc il ne s'agit pas d'un contact entre un je et un tu, mais de la création d'une figure et du passage de l'indifférencié au différencié. Par exemple, si je prends l'exemple de la peur, si je ressens de la peur, je ne vais pas essayer de fuir ma peur ou de me détacher de ma peur, je vais essayer au contraire de respirer cette peur, de l'habiter, d'incarner cette peur et de l'observer, de la différencier. C'est là où on passe de l'indifférencié au différencié. Je l'identifie, je l'observe en fonction de mon ressenti, en fonction de l'environnement, en fonction du moment dans lequel je suis. Donc ce cycle du contact se découpe en 4 phases. Il y a le pré-contact, la mise en contact, le plein contact et le post-contact. Donc le pré-contact, c'est la phase de l'émergence du besoin. Donc c'est essentiellement à partir des sensations corporelles que le besoin va se faire sentir. Donc en termes de Gestalt, le besoin, ça englobe tout ce qui nous met en mouvement. Ça pourrait être l'appétit, la curiosité, la pulsion, le désir, voilà, une situation inachevée qui nous pousse vers la sensation d'un besoin émergent. Donc la Gestalt émerge d'un fond indifférencié pour prendre une forme de plus en plus précise, susceptible de favoriser une mise en marche vers l'environnement, donc pousser vers quelque chose sans savoir à l'avance ni quoi ni qui, sans avoir conscientisé la nature de ce besoin. C'est vraiment au niveau des sensations corporelles. Donc en début de séance, on porte particulièrement attention à comment le patient arrive. Comment il s'assoit, comment il se positionne, on repère ce qui se manifeste physiquement et ce qui fait émerger ce qui est là, ce qui est présent et dont le patient n'a pas toujours conscience à ce moment-là. Donc la deuxième phase, ce serait la mise en contact. Donc ça correspond à l'émergence de la figure une fois qu'elle est bien identifiée. Ça fait monter l'excitation nécessaire à l'orientation de l'organisme vers l'environnement en vue de satisfaire le besoin. Donc cette phase d'exploration et d'orientation, elle permet l'examen des ressources de l'environnement. Et au cours de cette phase, il est question d'identification et d'alinéation. Donc on fait le tri de tout ce qui convient et de tout ce qui ne convient pas, dans le but d'aller vers ce besoin qu'on voudra plus tard satisfaire. La transition entre pré-contact et mise en contact, elle requiert une rotation donc de l'organisme vers l'environnement. Donc on se décentre de soi à ce moment-là, on se décentre de ses sensations pour aller vers l'entourage, vers ce qui m'attire, vers ce qui est au dehors. Donc cette mobilisation, elle implique un double mouvement qui manifeste l'attirance conjointe de l'organisme et de l'environnement l'un vers l'autre. Donc c'est à ce moment-là que l'émotion apparaît, dans la confrontation avec l'extérieur, et l'émotion surgit devant l'interpellation de l'inattendu. Ensuite, il y a la troisième phase qui est la phase du plein contact. Donc là, l'environnement retourne dans le fond pour faire place à l'objet choisi, qui est au premier plan. Cet objet se détache du fond. Donc à ce moment-là, notre mobilisation est globale et elle engage éventuellement notre motricité pour aller vers l'objet, par exemple, pour se lever, si j'ai faim, aller chercher dans la cuisine quelque chose à manger. Donc il y a un plein contact qui s'établit à ce moment-là, entre l'objet et nous, un plein contact qui nécessite un lâcher-prise pour s'immerger totalement dans un moment de symbiose et de rencontre avec l'objet de notre choix. Donc c'est une relation qui est interpersonnelle, c'est le moment du nous qui fait suite à une différenciation initiale avant l'émergence même du besoin entre le je et le tu. Là on est vraiment dans une symbiose nous, organisme, objet. Donc ça peut être un nous idyllique ou un nous conflictuel, en fonction du besoin, en fonction de l'objet, en fonction de la façon dont on rentre en contact avec l'objet. Donc c'est un nous choisi auquel on s'abandonne, c'est quand même un contact nourrissant et c'est pas un retour à l'indifférencié du début du cycle. Donc cette phase, elle s'appelle contact final, notamment par Peirce et Goodman. Et dans cette formulation finale, ça signifie pas la fin du cycle, mais ça signifie final dans le sens de finalité. C'est ce qu'on voulait atteindre. Ensuite, il y a une quatrième phase qui est la phase de post-contact. Et la phase de post-contact, c'est le moment de retrait qui permet l'assimilation de la nouveauté au sens. Donc c'est-à-dire que le contact final est le but de la prise de contact initiale, mais c'est pas sa fin fonctionnelle, qui est l'assimilation et le développement. Donc la figure traitée au cours de la phase précédente, ce qui avait émergé du fond, donc ce besoin qu'on a traité,
ça se dissout progressivement et ça revient dans le fond. Et à ce stade, l'organisme prend le temps de digérer l'expérience vécue pour l'intégrer à son histoire. Donc c'est ce qu'on appelle le vide créateur, qui succède au retrait et qui ensuite ouvre à la naissance d'une nouvelle sensation. Donc c'est un point zéro, c'est un état où il n'y a plus ni figure ni fond à ce moment-là, c'est un état intermédiaire. Et pour décrire cette étape, il y a certains fondateurs de la Gestalt qui s'inspirent de la notion d'indifférence créatrice, qui vient de la philosophie, ou une notion qui s'apparente également à celle du vide fertile, comme ça s'utilise en pratique bouddhiste zen par exemple. Donc cette phase qui est apaisante, une fois qu'il y a eu le contact et le retrait, elle procure une relative satisfaction, mais en même temps, elle ouvre l'appétit sur une nouvelle figure, parce que ça continue, la vie continue, et il y a cette idée du cycle sans arrêt. Donc le repos total, ce serait un leurre, on ne revient pas à un état zéro, chaque gestalt on alimente une autre, on alimente une nouvelle, et c'est la succession de ces séquences de contact en fait. Ça s'apparente un petit peu à l'alternance des vagues. Il y a cette idée entre le vide, le plein, ça revient, c'est un moment de calme, une accalmie, puis il y a une nouvelle gestalt qui se forme, une nouvelle figure qui émerge du fond avant de se redissoudre à nouveau dans ce fond une fois le contact établi et le retrait. Donc à chaque étape, il y a un mini-cycle qui se crée et l'émergence d'une nouvelle configuration entre fond et figure, entre émergence d'un besoin, contact, satisfaction, retrait. Donc on a vu le self en thérapie gestalt et les différentes séquences du cycle du contact. Donc maintenant on va passer à une partie plutôt d'exercice par rapport à ce cycle du contact. Donc c'est des exercices qui ont à voir avec les différentes étapes, comment émerge un besoin, comment satisfaire un besoin et le vivre pleinement, comment intégrer ce besoin, l'évaluation du cycle du contact, repérer les situations inachevées et apprivoiser le vide. Donc naturellement, on a tous des besoins, on est tous soumis à une multitude de besoins, que ce soit manger, dormir, avoir des relations épanouissantes, qui peuvent être très différents de ceux de notre entourage et qui changent à chaque instant. Donc c'est vous qui êtes le mieux placé, on est chacun le mieux placé pour connaître, reconnaître, identifier ses propres besoins. Et donc il est important de les observer de façon précise. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est une balade d'émergence. Donc là, j'ai mis que ça pouvait durer d'un quart d'heure à 1 heure. Ça peut même durer un peu moins que ça si on a moins de temps à y consacrer, si on a envie que ce soit très court. Donc voilà, ça c'est un temps conseillé approximatif. Donc il n'y a aucun autre but précis que celui de s'observer en train d'observer. Donc il s'agit de se balader mentalement, mais physiquement c'est encore mieux, dans le lieu de son choix. Donc ça peut être sa maison, sa ville, son jardin, une forêt qu'on aime bien, peu importe. Et d'observer ce qui nous arrive dans cette balade-là. Donc on soutient son attention par rapport à ce à quoi on est sensible, par rapport aux associations d'idées qui viennent, tout au long de cette balade. Les éléments avec lesquels on entre en contact, et de quelle façon on entre en contact avec eux. Qu'est-ce qui nous émeut, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous dérange. Donc à la fin de cette balade, on dresse une liste de ce qui nous a touchés, de ce qui a eu un impact un petit peu sur nous. Et quels besoins s'en détachent. Pour terminer l'exercice, ce qu'on peut faire, c'est écrire quelques phrases qui commencent par « j'ai besoin de ». Par exemple, j'ai besoin de me reposer. Je me suis rendu compte au cours de cette balade, en voyant tel élément, que j'ai besoin de être plus souvent en contact avec ce genre d'éléments. J'ai besoin de changer de vêtements. J'ai besoin de mieux m'alimenter. Voilà, ça peut faire émerger plusieurs phrases qui commencent par « j'ai besoin de ». Donc c'est un exercice qui vous aide à reconnaître un besoin, un projet qui émerge même. Et ça correspond à la première étape du cycle du contact qu'on a vu tout à l'heure, donc le pré-contact. Donc il est primordial de bien prendre en compte ces besoins au fur et à mesure qu'ils émergent et de les laisser émerger les uns après les autres pour pouvoir commencer un processus de façon constructive. Donc une fois identifié le besoin, lorsque celui-ci émerge, on va mobiliser son énergie vers la satisfaction de ce besoin. Donc on va choisir l'action la plus adaptée en fonction de chaque situation réactualisée.
Donc là, je vous ai mis un schéma. Il y a d'abord la sensation, puis on a une prise de conscience, et là on est à cette étape, on va mobiliser l'énergie vers une action correspondante aux besoins qui correspond à ces sensations émergentes. Ensuite, il y aura l'action, le contact et le retrait. En rouge, c'est les mécanismes de défense dont on parlera après. Donc, premièrement, je note mon besoin émergent. Après cette balade, par exemple, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me reposer. Et ensuite, je me reconnais dans chacune des 4 tendances, voilà, qui sont ici. Quelle est celle qui me correspond le plus? Donc, on dégage 4 tendances. La première, par exemple, je suis fatiguée, je vais droit au but, je fonce, ma première idée est forcément la bonne. Par exemple, je suis fatiguée, je m'assois sur le canapé, j'allume la télévision. Et là, cette fois-ci, on va répondre par des phrases qui commencent par « et si ». Et si c'était pas le cas? Et si, pour une fois, j'essayais autre chose que ce que je connais déjà, pour répondre à ce besoin, ici, maintenant, à l'instant T, qui est peut-être pas le même que mon besoin de repos de la semaine dernière. La deuxième tendance, c'est j'imagine beaucoup de choses possibles et je ne me décide pas. Je remets l'action concrète à plus tard. Par exemple, je tourne en rond, je me dis que je pourrais lire, que je pourrais regarder la télévision, que je pourrais me balader, etc. etc. Donc à nouveau, on se fait une phrase en se disant bon, et si j'élaguais un peu dans toute cette abondance de pistes et que tout simplement je prenne le temps de réellement sentir ce qui me convient le mieux à ce moment-là. Une troisième tendance, ce serait de dire, je me dis que je ne sais pas comment faire pour me reposer là, et du coup, je fais rien, j'agis pas. Donc, au lieu de me détendre, je vais plutôt aller faire le ménage, parce que de toute façon, il faut le faire, donc voilà. Ou j'appelle quelqu'un qui, finalement, va peut-être, à ce moment-là, me pomper toute l'énergie qui me reste. Donc, c'est pareil, on s'arrête un petit peu, et on se redemande, et si je me disais ça juste pour pas agir, en fait, à ce moment-là. Et si j'arrêtais de me dire ça, et de laisser venir mon automatisme pour, cette fois-ci, me consacrer à ce dont j'ai vraiment besoin. Ce qui me fait vraiment besoin, ce qui fait vraiment figure à ce moment-là. La quatrième tendance, c'est je prends le temps de sentir ce qui me convient le mieux, et je le fais. Et là, à nouveau, il y a un « et si », parce que « et si je rendais ça encore plus fluide ?» Par exemple, j'ai simplement envie de bouger un peu, donc je vais nager, je vais faire du vélo. D'accord, donc ce serait quoi? Par exemple, j'avais très envie d'aller à la piscine, et là, je me rends compte qu'elle est fermée. Bon, c'est pas grave, on va prendre une autre voie, on va prendre un autre chemin, on va faire du vélo. Ou, je voulais faire du vélo, mais je vois qu'il est pas là, il est plus loin, il est dégonflé, bon, je le regonfle. Enfin, voilà, on va voir un peu quelle est cette phase de mobilisation d'énergie, qui est la deuxième étape du cycle du contact, comment elle apparaît, quelle est la tendance qu'on a habituelle d'action à ce moment-là. Il s'agit donc de canaliser son énergie et de l'orienter dans la direction la plus adaptée à la situation pour passer à l'action de façon la plus satisfaisante pour satisfaire le besoin, justement. Donc un autre exercice, c'est vivre pleinement son besoin. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec un papier et un crayon. Tranquillement, on fait un tableau avec 3 colonnes. Donc la première, c'est mes expériences de contact pleinement satisfaisantes. Celle du milieu, c'est mes expériences de contact moyennement satisfaisantes. Et enfin, mes expériences de contact pas du tout satisfaisantes. Donc, en réalisant ce que vous souhaitez, habituellement, en allant vers votre besoin, vous êtes censé vivre une expérience qui vous apporte une entière satisfaction. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a une phase de plaisir qui peut être réduite, qui peut être sabotée, qui peut être entravée. Donc, par exemple, lorsque vous faites une fête, vos amis arrivent et vous aimeriez vous asseoir et boire le premier verre avec eux, mais vous êtes encore pris un peu dans les préparatifs et du coup, vous ne pouvez pas pleinement profiter de ce moment-là. Donc, remplir ce tableau, pas à l'instant T, mais a posteriori, remplir ce tableau, ça permet vraiment de prendre conscience et de faire le point sur sa capacité à savourer pleinement. Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour ne pas être prêt à ce moment-là, pour se saboter, pour s'entraver, comment est-ce qu'on a répondu ou pas à son besoin. Donc ensuite, pour chaque cas de figure, on se questionne sur son processus avec des questions simples, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai mis en place dans chacune de ces colonnes, dans chacune de ces situations, pour voir les 3 cas de figure, satisfaisant, moyennement satisfaisant ou pas du tout satisfaisant. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour accéder au plein contact? Qu'est-ce que j'ai choisi
ou qu'est-ce que je n'ai pas choisi? Qu'est-ce que j'ai subi et qu'est-ce que je n'ai pas subi? Qu'est-ce que j'ai évité? Qu'est-ce que je n'ai pas évité? Quelles autorisations je me suis données? À quelles limites ou à quels interdits je me suis heurtée? Comment ai-je pris soin de moi dans cette situation? Comment est-ce que je me suis négligée dans cette situation? Quelles ressources j'ai utilisées à ce moment-là? Ou quelles ressources j'ai écartées? Quelles ressources j'ai oublié d'utiliser? Donc par exemple, si je ne suis pas satisfait d'une réunion de travail que je considérais comme très importante, j'ai pris beaucoup de notes. Est-ce que j'ai pris beaucoup de notes pour éviter de parler? Est-ce que j'ai pris beaucoup de notes parce que vraiment je voulais avoir tout le résumé de la réunion par écrit? Est-ce que j'ai laissé la parole à un collègue? Est-ce que j'ai subi le côté envahissant de ce collègue ou est-ce que j'ai évité d'entrer en conflit? Est-ce que j'ai pas osé exprimer quelque chose, des suggestions que j'avais pendant cette réunion par exemple? Est-ce que je me suis laissé rattraper par ma timidité, par ma peur d'être envahissant moi aussi? Voilà, il y a plein de possibilités, ça dépend de chacun. Est-ce que j'ai pas dit ce que j'avais sur le cœur? Est-ce que je me suis pas appuyée sur la complicité d'un autre collègue qui aurait pu me permettre de... Voilà, donc il s'agit de mieux identifier de façon précise la façon dont on vit ce plein contact, qui est la 3e étape du cycle du contact, qui est un moment d'accomplissement d'un désir. Et d'observer quelles sont les stratégies d'échec également qu'on met en place pour éviter. Ça, c'est vraiment une piste importante. Surtout lorsque c'est récurrent, lorsque ça revient fréquemment. Et ça permet donc de mieux assumer les expériences quelles qu'elles soient et ensuite de mieux s'épanouir dans les prochaines expériences. Donc une fois le besoin satisfait, il s'agit de l'intégrer. Donc à nouveau, ça c'est un exercice qu'on peut faire avec un papier et un crayon tranquillement. Même après un événement très joyeux, très satisfaisant sur le plan du contact, du rendez-vous avec ses amis, enfin voilà, c'est un événement qui a été très joyeux, très agréable, mais il faut redescendre ensuite. Donc on a longuement par exemple préparé une fête, et ensuite la fête est finie. On a vu un ami, ça s'est super bien passé, et ensuite la réunion avec cet ami est terminée, chacun doit rentrer chez lui. D'accord, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que dès qu'on termine le rendez-vous avec un ami, on en appelle immédiatement un autre? Ou est-ce qu'on laisse un peu de temps de retrait et de digestion de cette expérience qui vient de se passer? Donc avec une feuille et un crayon, on choisit une expérience de contact qu'on considère comme très satisfaisante. Donc par exemple le dîner entre amis, un entretien professionnel qui a bien marché, un week-end, peu importe. Et on répond par écrit 4 questions. Donc est-ce que je m'accorde, est-ce que j'accepte de vivre un temps plus ou moins long et ennuyeux de retrait, c'est-à-dire de pause, de repos, qui peut être marqué par du désintérêt, par de la lassitude, par du vide, postérieur à cet événement satisfaisant? Est-ce que je m'autorise ça? Est-ce que j'ai tendance à m'éterniser dans cette phase de retrait? Est-ce que je mets vraiment beaucoup de temps à m'intéresser à autre chose d'équivalent? Est-ce que quand je viens de voir un ami, je passe vraiment des jours avant d'en rappeler un autre? Est-ce que je m'éternise dans cette phase de retrait? Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je pourrais m'accorder juste le temps nécessaire de retrait? Par exemple, avoir des échanges très satisfaisants avec un ami, comment est-ce que je peux me laisser le temps juste et nécessaire pour laisser sentir les résonances et ensuite passer à autre chose de façon plus fluide? Donc après une expérience, il y a toujours ce besoin de laisser l'excitation retomber un petit peu, qui est la phase du retrait dans le cycle du contact. Et elle permet donc, comme je vous l'ai dit, d'assimiler l'expérience de façon bénéfique pour ensuite être prêt pour un nouveau cycle du contact. Les situations inachevées. Donc comment repérer les situations inachevées? Donc parmi toutes les expériences vécues, il subsiste malgré tout pour nous des zones plus ou moins sensibles d'insatisfaction. Donc pour certaines, elles sont répétitives, ça peut être un patron récurrent d'action, de contact, rapport avec la nourriture, donc on est en contact plusieurs fois par jour avec la nourriture, donc comment ça se passe à ce moment-là? Voilà, c'est récurrent. Donc à nouveau, c'est un exercice avec une feuille et un crayon, papier-crayon, à faire tranquillement. On fait une liste d'une dizaine de choses qui sont difficiles pour soi actuellement et on les soumet à nouveau à une liste de questions pour observer
quelle est sa façon, quel est son patron à ce moment-là. Donc parmi ma liste de 10 choses, y a-t-il des choses difficiles depuis toujours? Y a-t-il des choses qui sont difficiles pour moi depuis mon enfance? Y a-t-il des choses qui sont difficiles pour moi depuis mon adolescence? Est-ce que ces choses, par exemple, sont difficiles depuis que je vis en couple ou depuis que je vis en colocation, par exemple? Est-ce que ce sont des choses qui sont difficiles pour moi depuis que j'ai des enfants? Est-ce que ces choses-là sont difficiles pour moi depuis un événement particulier, un événement concret? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour moi depuis quelques mois, quelques semaines ou quelques jours? Est-ce que ces choses difficiles, est-ce que parmi elles, il y en a certaines qui reviennent souvent, qui reviennent de temps en temps? À quelle fréquence elles reviennent en tout cas? Et dans quelles circonstances? Donc en gestalt, une situation inachevée, c'est une situation insatisfaisante, voilà, le cycle n'a pas été bouclé, la gestalt n'a pas été clôturée et ça laisse une marque, un peu comme un faux pli, c'est pas fluide, c'est pas totalement plat, il y a une aspérité, il y a quelque chose qui est resté là. Donc malgré soi, à chaque occasion qui ressemble à l'occasion, à la situation d'origine, on a tendance soit à provoquer, soit à reproduire quelque chose qui fait vivre le même type d'insatisfaction. Donc c'est pour ça qu'il est important de clore les gestaltes, ou en tout cas si on ne les clôt pas, de les laisser suffisamment ouvertes et conscientes pour leur permettre d'évoluer, pour nous permettre d'avoir un certain équilibre par rapport à elles et de les travailler. La partie d'apprivoiser le vide. Donc j'apprivoise le vide. Donc dans une vie plutôt chargée, plutôt mouvementée, il y a généralement peu de place à accorder au vide, voire même quelquefois on évite ces étapes de vide, ces moments de vide. Mais pourtant, ces périodes de vide, cette vacuité, elle est quand même nécessaire, elle contribue au processus de développement. C'est important de lui laisser sa place, une place suffisante. Donc c'est pareil, on choisit un endroit calme, où on est sûr de ne pas être dérangé pendant quelques minutes, 20 minutes à peu près par exemple, c'est pas mal. On s'assoit confortablement, on prend le temps de se concentrer sur sa respiration pour que le corps se détende. On peut se lancer dans une méditation, donc pour cela on choisit concrètement un aspect de sa vie dans lequel on éprouve ce sentiment de vide et on prend le temps d'explorer ces sensations, les images qui viennent et les émotions qui viennent également et qui sont liées à ce vide. Donc toujours calmement, on se concentre sur son ressenti corporel. Où est-ce que je peux situer ce vide dans mon corps? S'il avait une place dans mon corps, laquelle serait-elle? Où est-ce qu'il serait ce vide dans mon corps? Donc on se laisse ressentir ça, vraiment on prend le temps dans toutes les étapes. Là je suis allée rapidement pour l'expliquer, mais vraiment c'est important de se laisser le respirer, de se laisser sentir, de laisser un peu de calme et de vide occuper l'espace, pour le dire d'une certaine façon. Et une fois qu'on a laissé quelques minutes à cet exercice, on peut prendre le temps de dessiner par exemple ou d'écrire quelques phrases à ce qu'on a ressenti, à l'image de ce vide, de cette vacuité, qu'est-ce qui en ressort à ce moment-là. Donc en gestalt, comme je vous disais au début, on emploie le terme de vide fertile pour parler de cette phase où apparemment il ne se passe rien, ou en tout cas rien de gratifiant sur le moment. Et pourtant, c'est cette phase qui est très importante et qui va permettre de faire place nette à quelque chose de nouveau et de vivant, qui va permettre d'intégrer ce qui s'est passé précédemment, de ne pas être dans une frénésie où on accumule et finalement on ne construit pas, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de place allouée à toutes les étapes et surtout à cette étape du retrait, à cette vacuité, à ce vide qui n'est pas vide, ce vide fertile. Plus vous l'accueillez en fait, ce vide, et moins vous aurez besoin d'énergie pour lutter contre cette sensation de vide, justement. Voilà. Et là, je vais passer donc au mécanisme de défense.